Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Nouvelle année, nouvelle formule. Après le dernier épisode consacré au travail de la formidable Charlotte Manneau, j'inaugure aujourd'hui avec Marie Daucher un nouveau format baptisé Macro. Macro, c'est une invitation à se concentrer sur les acteurs et les dynamiques en tension derrière la photographie et son histoire. Chaque épisode sera ainsi consacré à un sujet ou à une problématique bien précise qui viendra nous éclairer sur la façon dont la photographie évolue en miroir des préoccupations de nos sociétés contemporaines. Si les invités de Macro seront parfois eux-mêmes photographes, comme c'est le cas de mon invité du jour, l'enjeu ne sera pas de les interroger sur leurs propositions artistiques, mais plutôt sur des sujets corollaires auxquels ils consacrent une large partie de leur temps et parfois leur carrière. Il me paraissait assez évident de lancer Macro avec le sujet de la place des femmes dans la photographie, une industrie qui reste aujourd'hui majoritairement dominée par les hommes. Que l'on parle de commandes, d'expositions ou de publications, il existe des disparités criantes entre la représentation des femmes et des hommes photographes, alors même que les femmes sont majoritaires sur les bancs des écoles de photographie. L'objectif de cet épisode serait de poser les bases de la réflexion sur le sujet de la représentation des femmes dans le milieu photographique. Quelle est la réalité du problème? Que nous racontent les chiffres? Comment expliquer l'invisibilisation des femmes photographes et quelles sont les solutions qu'il est urgent de mettre en place ou de poursuivre pour garantir une équité de représentation durable? Pour en parler, je ne pouvais espérer de meilleure invitée que Marie Daucher, photographe indépendante et membre du collectif La Part des Femmes, qui œuvre pour la visibilité et la reconnaissance des femmes en photographie. Elle est membre de la commission égalité du CNPAC, le Conseil national des professions des arts visuels, et participe très régulièrement à des débats et des conférences sur le sujet. Marie, bonjour. Bonjour. À sujet particulier, organisation particulière, habituellement je commence mes interviews en demandant à mes invités de nous retracer leur parcours. Aujourd'hui, il me semble plus pertinent de plonger directement dans le cœur de notre sujet pour vous interroger ensuite sur les initiatives auxquelles vous prenez part ou dont vous êtes à l'origine. Nous allons diviser cette interview en 3 parties, le constat, les effets de cette invisibilisation des femmes et les solutions pour lesquelles vous militez. Vous intervenez régulièrement lors de conférences, de discussions ou de débats consacrés à la sous-représentation des femmes dans la photographie et mettez toujours un point d'honneur à rendre visibles des données chiffrées. Pourriez-vous nous dresser le constat de la présence des femmes dans le secteur photographique français en ce début d'année? Sur quelle tendance se situe-t-on? Peut-on espérer une amélioration des statistiques en 2021? Alors, d'abord, j'ai produit des chiffres en 2014 et que j'ai remis à jour avec l'aide du ministère de la Culture en 2019, parce qu'il faut, pour sortir des a priori, pour sortir des sensations, il faut des chiffres. Il faut rendre l'objet très visible, l'objet d'étude très visible. Alors il y a deux étapes en fait, hein. Il y a 2 secteurs plus exactement. Il y a la photographie plasticienne, hein, donc des pratiques artistiques, et puis il y a la photographie plutôt documentaire et le photojournalisme, que j'ai assez regroupés dans le même travail, mais qui sont assez distinctes. Moi, j'ai commencé par la photographie plasticienne. On était en 2014, sous une jauge, où les femmes avaient rarement plus de 18, elles étaient rarement exposées, ou alors elles étaient exposées en duo avec un homme, très souvent. Donc 18, c'était pas lourd, hein. En 2019, quand j'ai remis, les chiffres à jour, on avait bien changé, puisque les festivals étaient majoritairement paritaires en 2019, et surtout en 2020, même si beaucoup n'ont pas lieu, ils avaient quand même des sélections. Et puis dans la photographie, pour les moins de 40 ans, ce qu'on appelle la photographie émergente, on avait eu, pratiquement autant de prix, de femmes que d'hommes. Donc il y avait une grosse marge de progression, qui peut encore progresser, hein. Mais ça a beaucoup bougé de ce côté-là. En ce qui concerne la photographie, documentaire et la photographie de presse et du photojournalisme, alors là, ça a beaucoup moins, bougé, et c'est même en train de régresser, suite à la crise,
à la crise actuelle, hein, du Covid. Alors il y a pas que dans la photographie, hein, mais la position des femmes depuis cette crise est difficile, dans un secteur qui est fragile, elles sont encore plus fragilisées. Donc je fais régulièrement avec le collectif, on fait régulièrement des espèces de carottage, dans la presse. C'est-à-dire que, on va prendre un jour, et on va prendre Le Figaro, Libé, Le Monde et cetera et voir, qui fait les reportages, qui fait les portraits et cetera. Ce qui nous permet d'avoir des tendances. Alors jusqu'à, février dernier, on était à peu près sur de la presse française, à 85 d'hommes. Là, depuis le début du 2e confinement, il y a moins de 8 de femmes qui ont du travail. Donc c'est problématique. C'est très problématique. Donc c'est plutôt en régression. Ce que vous évoquez là me fait penser à des données récoltées par Women Photograph. Oui. Women Photograph, qui est une association qui œuvre pour la visibilisation des femmes et des personnes non binaires. En 2019, elle a calculé que les 8 plus grands journaux mondiaux avaient publié bien moins de photographies prises par des femmes que par des hommes. Le journal Le Monde était d'ailleurs le moins équitable, avec uniquement 4,2% de photographies prises par des femmes entre avril et juin 2019, soit 3 photos sur les 72 publiées. Le photojournalisme, je crois, est encore plus mauvais élève que la photographie plasticienne, nous y reviendrons d'ailleurs. Mais tout d'abord, je voudrais vous demander comment se place la France par rapport à d'autres pays en matière de visibilité des femmes photographes. Alors, c'est difficile à savoir. Par exemple, quand j'ai commencé en 2014 à produire les chiffres, il n'y avait pas de chiffres. Heu, le ministère avait mis en place des chiffres pour le reste de la culture, mais par exemple en photo, il y en avait pas. Donc j'en ai beaucoup cherché, donc j'ai contacté aussi, c'est souvent des femmes, hein, qui s'occupent de ces sujets d'ailleurs à l'étranger. On forme d'ailleurs un réseau, vraiment d'entraide, mais les chiffres sont difficiles parce qu'en fait, ils sont souvent produits par des groupes militants et c'est énormément de temps, énormément d'énergie, des et en fait, on n'a pas de chiffres. Alors, il y a des pays qui sont pires que la France, hein, par exemple, dans la photographie plasticienne, je pense que, par exemple, les Pays-Bas sont pas très bien placés d'après ce que j'ai compris. En Allemagne, il y a des difficultés aussi. Alors les sujets sont plus portés par le monde, anglo-saxon, mais je sais de sources très sûres, puisque j'échange beaucoup avec, des militantes en Grande-Bretagne, que les chiffres n'existent pas non plus. Donc c'est difficile de comparer, mais la France doit se situer à peu près, dans le monde occidental, hein, à peu près au milieu, oui. Pour aller un peu plus loin dans ce constat chiffré, je voudrais m'appuyer sur des données que vous avez présentées lors d'une conversation dans le cadre de Paris Photo 2019, intitulée Apprendre à voir l'invisible, en présence d'Agnès Salle, Fanny Escoulène et Irène Jonas. J'ai sélectionné 3 points qui me paraissaient intéressants. Tout d'abord, en matière de revenus, en France, le revenu médian d'un homme photographe en 2017 était de 1 400 € contre 1 000 € par mois pour une femme. Les 10% des photographes les mieux rémunérés, concentrant 42% des revenus, ce sont majoritairement des hommes d'environ 40 ans vivant en Île-de-France. Si l'on en vient aux écoles maintenant, je le disais en introduction, les femmes sont majoritaires dans les écoles de photographie. Elles représentent entre 55 et 60% des effectifs, c'est ça ? Oui. Alors même que l'enseignement est très majoritairement masculin, avec un corps d'enseignants constitué de 70 à 80% d'hommes. Nous reviendrons également sur ce sujet. Enfin, terminons cet instant chiffre par une note positive qui concerne les prix artistiques. De 2010 à 2019, 36% des prix ont été attribués à des femmes, mais sur la saison 2018-2019, on atteint 41%, ce qui représente une progression suffisamment remarquable pour la citer. Voilà, c'était l'instant chiffre. Cela fait maintenant plusieurs années que vous œuvrez en faveur de la représentation des femmes photographes. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager ?
Ça a été une conversation entre femmes, entre femmes photographes. Un soir, tout début janvier, 2014, on parlait d'une exposition qui avait lieu à la MEP, la Maison européenne de la photographie, et où j'ai dit que franchement, il y avait un gros problème, il y avait pas assez de femmes exposées, et j'ai été très étonnée de voir que les personnes qui étaient à ce repas qui étaient toutes des femmes, hein, me disaient que j'exagérais. Et pourtant, moi, ça me semblait évident qu'il y avait pas, assez de femmes, donc j'ai compté. Compter, c'est riche comme pratique parce qu'on fait pas juste compter, on voit aussi les textes qui accompagnent les expositions, on démonte un site. Le site de la MEP était extrêmement complet et ça m'a permis de voir aussi des choses qui se dessinaient, que j'ai retrouvées ailleurs. Par exemple, qu'on ne laissait pas les cimaises uniquement à des femmes, qu'un gros pourcentage était avec des hommes, que la façon dont on parlait, les travaux choisis chez des artistes femmes étaient souvent des travaux qui pouvaient intéresser des hommes, c'est-à-dire des sujets qui les concernaient plus. Donc il y avait ça que j'ai retrouvé après, quand j'ai compté, tous les festivals, l'édition, toutes les musées, les galeries et cetera. C'était des mécanismes qu'on retrouvait. Donc c'est là-dessus que s'est basé en fait, le départ en fait de cette aventure, parce que c'est une énorme aventure, hein. Moi, je m'attendais pas ce soir-là, à ce que ma vie entière change, hein, et la vie de beaucoup de gens en fait. Parce que, si beaucoup de gens étaient comme moi et notamment des femmes, soupçonnaient, sentaient bien qu'il y avait un problème, heu, on n'avait aucun moyen de le matérialiser. Et en fait, en le matérialisant, on a compris beaucoup de choses. Mmh. Vous avez commencé à dérouler la bobine et Voilà, c'est ça. Et puis, en même temps, j'ai lu aussi, pas mal d'études, enfin, de tout ce mouvement des historiennes de l'art qui ont, depuis un bon moment déjà, commencé à travailler sur l'histoire de l'art. Donc, c'est vrai que ça a été un moment extrêmement, ça a été un moment, oui, charnière. C'est-à-dire qu'à un moment, tout s'est cristallisé dans ce premier trimestre 2014. J'ai lu beaucoup et puis j'ai ouvert un blog et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé pour moi et pour beaucoup de photographes, hein, ça c'est sûr. alors justement ce blog, superbe transition, vous avez créé en 2014 Atlante et Cariatide sous un pseudonyme masculin, un blog qui pose les chiffres de cette sous-représentation et qui propose d'agir en 3 points: comptage, information et interpellation des responsables d'institutions et festivals. Qu'est-ce que cela a changé d'endosser un pseudo masculin? Ça a été une grande question que je me suis posée parce que est-ce qu'en prenant un pseudonyme masculin, j'invisibilisais les femmes, et cetera. Donc je me suis posé beaucoup de questions et j'ai quand même pris l'option d'avoir un nom masculin parce que ça fait longtemps que je suis ici et que je vois bien qu'on écoute les hommes, hein, et moins les femmes, et je me suis dit: «Si je parle de mon milieu professionnel avec mon identité, personne ne va lire». C'est-à-dire que tout le travail que j'aurais fait, personne ne le lira. Donc j'ai fait le pari de prendre un nom, masculin et de me dire à un moment, je trouverais bien un moment, le temps de révéler en fait mon sexe à un moment. Et c'est ce qui s'est passé, plus tard. Donc j'ai commencé, voilà, à écrire et à interpeller. La première personne que j'ai interpellée, bah, c'était Jean-Luc Monterosso, qui dirigeait à l'époque, la Maison européenne de la photographie, hein, puisqu'on en parlait, que c'était le départ de cette, de cette aventure, et il a plutôt bien réagi, hein, un peu de travers, un peu à côté du sujet, mais il a quand même répondu, ce que n'ont pas fait les autres, hein, majoritairement. Et donc, je publiais régulièrement des petits articles qui rendaient compte des chiffres, qui rendaient compte des études. Je regardais un petit peu l'actualité de la photo en la nourrissant du travail que je faisais, et ça a très bien marché. Puisque, moi je me suis retrouvée quand même à des vernissages ou dans des discussions où on me parlait de ce fameux Vincent David qui était si intelligent et qui savait si bien, des choses que moi je ne savais pas, hein. Alors je les avais publiées le matin, donc c'était intéressant ce que ça m'a appris, et là alors là, ça a été vraiment un changement, heu, mais fondamental, hein. C'est que j'ai appris ce que c'était que le respect. J'ai appris ce que c'était qu'une relation,
ce que le rapport des hommes avaient entre eux, c'est-à-dire un respect, et souvent ils s'en plaignent: «On nous respecte pas». Mais ça veut dire qu'ils n'imaginent même pas ce que les femmes vivent. C'est impressionnant. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée. Alors, pas mal de gens, hein, qui ont eu à expérimenter des changements virtuels, de genre ont pu témoigner de ça. C'est c'est un immense confort d'être un homme, dans ce secteur et ça a changé forcément ma vision du monde, de ma vie mon rapport au monde. J'ai pris beaucoup plus d'assurance, c'est sûr, ça a été énorme. Et vous avez, maintenu le secret pendant combien de temps? Pendant près d'un an, il se trouve que, j'ai rencontré Jean-Luc Monterosso dans le cadre, il y avait eu j'avais organisé une exposition où il y a eu une photo qui a été censurée donc comme c'était lui qui l'organisait, je l'ai rencontré et puis il m'a proposé de faire un débat, sur la censure et je pense qu'avant, jamais j'aurais dit oui et là, je lui dis: «Oui, oui, oui, bien sûr, je peux le faire». Ça a été très bien et après il m'a dit: «Bon écoute, il faudrait faire quelque chose pour les femmes», j'ai été interpellée, et donc c'est là où il m'a donné les moyens de faire une sorte de conférence, enfin où j'ai invité pas mal de gens, qui s'appelait «Ni vu ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie». C'est enregistré, c'est en ligne, c'est passionnant. Ça a lancé vraiment publiquement ce débat et donc je me suis auto-interviewée, et révélé donc mon genre, à cette occasion-là. D'accord. En 2018, vous avez lancé Visuel.art, une plateforme d'entretien. Quel était le but, de cette plateforme? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose de complémentaire à Atlantic Cariatide ou comme un projet complètement différent? Oui, alors c'était quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que, je vois bien que dans les réseaux sociaux, les gens aussi regardent plus des vidéos, Hem, que c'était une autre manière un petit peu de donner des outils, aux gens pour réfléchir et donc j'ai refait un peu d'une certaine façon un parcours intellectuel que j'avais fait, en 2014, hein. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller filmer, des gens comme, Camille Morino, qui avait, fait cette, grande exposition à Pompidou qui s'appelait «Elle» à Centre Pompidou, Fabienne Dumont, qui est une historienne de l'art, qui est féministe, Julie Crène, enfin des personnalités qui ont travaillé sur le sujet, des sociologues. Il y a un très bel entretien avec Marie Buscato, c'est carrément un cours, sur, justement les mécanismes qui invisibilisent les femmes. Donc il y a plusieurs entretiens comme ça qui sont, gratuits, hein. On n'a même pas besoin de s'inscrire, on va, en ligne ils durent entre 10 et 15 minutes et c'est vraiment des outils de compréhension, d'éveil à ces problématiques qui sont essentielles, hein. Je poursuis mon fil chronologique. Nous sommes en septembre 2018 lorsque vous avez été à l'initiative d'une lettre ouverte parue dans Libération à l'attention de Sam Sturze, alors directeur des rencontres d'Arles, pour l'interpeller sur le manque de visibilité des femmes. Le message a visiblement été entendu, puisqu'en 2019, les grandes expositions individuelles ont été paritaires et la présence des femmes a doublé sur l'ensemble du festival. Cela a donc dû représenter une grande victoire pour les signataires de cette lettre. Qu'est-ce que ce changement a prouvé à ceux qui ne comprennent pas ou qui ne comprenaient pas l'intérêt d'une équité de représentation? C'est-à-dire que bon, Sam Sturze l'a fait un petit peu sous la contrainte, hein, c'était suite à une conversation, qu'on avait eue, où il me reprochait de nuire au festival en donnant les chiffres. Bon, les femmes étaient toujours en dessous de 20 et je lui avais dit: «Vous pouvez changer ça, il suffit de le décider». C'est ce qu'il a fait, hein, au final. Mais bon, il y a eu pas mal de pression, hein, vers Arles, qui est quand même le plus gros festival mondial, hein, donc de photographie. Donc l'enjeu était très fort. Donc ce que ça a montré, c'est que, bah, un festival où il y avait autant de femmes que d'hommes était d'aussi bonne qualité, puisqu'en plus il y a eu, je crois, un record de fréquentation. Donc voilà, c'est ça, c'est parce que ce qu'on nous oppose régulièrement, c'est de dire: «Oui, mais nous, on regarde que la qualité» et puis si elles sont pas là, bah, c'est que la qualité n'est pas là et et ben, voilà, la preuve est faite que non, un festival international avec autant d'hommes que de femmes, ça ne nuit pas à la qualité, bien au contraire.
Justement, nous allons maintenant nous intéresser à la formation. Nous l'avons mentionné, les femmes sont majoritaires en école de photographie, et pourtant, une partie d'entre elles s'évapore une fois le diplôme obtenu. Souvent, on entend cette phrase «J'aimerais exposer plus de femmes, mais ce n'est pas ma faute si je ne reçois que 20-30% de candidatures féminines». Parfois, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ce chiffre est si bas, alors que, bien entendu, les femmes photographes sont bel et bien présentes. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène? Alors, pourquoi il y a autant de femmes dans les écoles de photographie? Il y a plusieurs, il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, on a observé depuis une vingtaine d'années que dans les écoles d'art, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a quelque chose qui est assez structurel. Il faut bien voir que le métier d'artiste, qui est un métier, qui est un travail, hein, est différent, par exemple, du métier de médecin. Voilà, c'est-à-dire pour être médecin, il faut passer des concours, il faut montrer qu'on a acquis un savoir, essentiel. Pour les artistes, c'est pas indispensable d'avoir fait des études, c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Du coup, les femmes, sont quand même toujours plus à la recherche de compétences, de pouvoir justifier, leur position, par, des compétences, des savoirs et cetera, alors que les hommes peuvent plus s'en dispenser. Donc, d'où leur plus grande présence dans les écoles d'art. Et après, effectivement, elles disparaissent très rapidement, puisque, comme je vous l'ai dit, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'en retrouvait pas plus de 20% dans les expositions, hein. Donc, cette disparition, elle est multifactorielle. Alors, l'interview de Marie Buscato sur visuel.art donnera de nombreuses clés, parce que c'est pas une raison, c'est beaucoup de raisons. Il y a plusieurs choses. Il y a l'entre-soi masculin, il y a les réseaux masculins, il y a la construction des familles, de la conjugalité, qui repose encore beaucoup sur les femmes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui font que soit elles disparaissent rapidement, soit elles vont pouvoir continuer jusqu'à la quarantaine. Et après la quarantaine, il y a quelque chose qui bloque, parce que les hommes vont continuer, les femmes vont être bloquées par de nombreux facteurs. Donc, c'est c'est compliqué. C'est encore des questions qu'on travaille beaucoup. Les écoles commencent vraiment, à s'emparer de ces sujets. Mais également, quand on sort d'une école de photo, on sort pas forcément pour être photographe, hein. Et quand il y a des enseignements où pendant 3, 4, 5 ans, je pense à Arles justement, où on sort de toutes ces années d'études sans jamais avoir étudié de femme photographe, au final, elles finissent par ne pas avoir de représentation, de ne pas se sentir légitimes, et du coup, vont se diriger plutôt vers, d'autres fonctions, comme commissaire, dirigeante de centre d'art, ou autres métiers périphériques. Mais c'est vrai qu'encore dans des écoles d'art et dans des et alors ça va certainement changer à Arles, hein, puisqu'il y a une nouvelle direction, mais on peut sortir d'un enseignement sans avoir de représentation, et la représentation est extrêmement importante. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Après sur ce que vous disiez sur les candidatures, oui, c'est un argument qu'on nous a souvent dit, «Oui, ah bah, je reçois que 19 de candidatures de femmes, que voulez-vous que je fasse, ma brave dame?» Bah, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question de pourquoi vous recevez que 19, et pourquoi dans d'autres institutions, on reçoit autant d'hommes que de femmes? C'est parce que, les femmes savent très bien les endroits qui leur sont hostiles. Elles sont pas bêtes, hein. Donc faire un dossier, ça demande du temps, de l'argent, et si on sait d'avance que c'est un endroit où les femmes ne sont pas bienvenues, ben, on n'y va pas. Une grande partie de nos auditrices et auditeurs évoluent eux-mêmes dans le milieu de la photographie. Peut-être ont-ils déjà entendu parler du collectif La Part des Femmes auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors la part des femmes, s'est créée à partir d'un fil de discussion entre quelques femmes suite à un harcèlement sexuel sur une photographe, et donc on discutait régulièrement. C'était un fil qui traînait comme ça un petit peu sur Messenger, et puis, en 2018, c'est là où j'ai eu cette conversation avec Sam Sturze, et en revenant, je leur ai dit: «Il comprend pas, enfin il va pas le faire, et il faut qu'on passe à une échelle supérieure. Je vais faire une lettre et on la publiera dans Le Monde». Au début, je voulais que ce soit dans Le Monde, et puis Le Monde a pas
a pas percuté, donc on l'a fait dans Libération et à ce moment-là, elles m'ont dit: «Tu peux plus rester seule. Il faut qu'on si tu veux passer à une échelle supérieure, il faut qu'on soit plus nombreuses, il va falloir avoir des signatures, il va falloir mobiliser et cetera». Bon, moi, j'étais pas chaude pour faire un collectif et puis maintenant, j'en suis ravie. Mais c'est comme ça qu'il est né, ce collectif et en fait, on a eu un énorme succès, bien entendu. Beaucoup de gens ont signé cette lettre, des professionnels de 1er plan, hein, et français et pas mal du monde anglo-saxon. Donc ça a été très très porteur, très efficace, visiblement. Et puis donc on a continué, bon il a fallu trouver un peu des marques, mais c'est en fait nous sommes plusieurs femmes, pas toutes, photographes, hein. Il y en a qui ont différents métiers, mais autour de la photographie, en tout cas. On travaille à écrire des articles ou à s'engager dans des discussions, sur Facebook, sur des réseaux sociaux pour, justement donner des outils pour faire réfléchir sur, en fonction de l'actualité, ben, sur les mécanismes, hein, qu'il faut encore bouger. Alors, maintenant on a élargi, on parle plus que des femmes, hein, mais aussi, de la difficulté qu'ont tous hommes et femmes, qui ont des origines, par exemple, dans les anciennes colonies françaises, ils sont pratiquement inexistants, enfin, pratiquement invisibles. Donc, ce sont les mêmes mécanismes et voilà, on s'empare de ces sujets et on essaye de sensibiliser au maximum, les décideurs, les décideuses aussi, mais aussi, bah, les photographes, enfin tous les gens. Alors on a une particularité, c'est que, nous sommes pas une association, on n'a aucun statut, on n'a pas d'argent, on n'en veut pas. La plupart des membres, sont anonymes parce que, il y a encore beaucoup de risques à s'engager sur ces sujets et il y en a qui savent très bien que si ça se savait, elles perdraient leur contrat, donc voilà, la seule qui est visible, c'est moi parce que je l'étais avant. C'est pour ça et puis on a quelque chose d'assez important, on a un compte Instagram, qui présente chaque semaine, une nouvelle photographe. Donc ça commence déjà à faire un beau un beau compte Instagram qui est bien, bien nourri. Oui, nos auditrices et auditeurs pourront bien entendu en retrouver le lien dans la description. Petite parenthèse, j'en profite pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire il y a quelques minutes. Je voudrais préciser que nous nous concentrons aujourd'hui dans cet épisode sur le manque de visibilité des femmes dans le monde artistique en général et le secteur photographique en particulier, mais qu'à l'image de la société dans son ensemble, ce sont toutes les minorités qui sont concernées par cette problématique et que de façon générale, il existe de très fortes disparités en fonction des classes sociales et des origines. Le tout représente finalement les deux faces d'une même pièce. Je reprends là une expression employée par Marie lors d'une précédente interview. Sans vous spoiler, je peux vous dire que des épisodes seront consacrés à ces thématiques au cours des prochains mois. Sans transition, je voudrais maintenant que l'on se concentre un instant sur le photojournalisme qui est le genre le plus en retard sur l'équité de représentation. Les femmes photojournalistes se voient passer moins de commandes, elles sont moins présentes lors des événements spécialisés. Quelle explication trouver à ce cas particulier ? Bon, il y a quand même toujours les mêmes, phénomènes, hein, qui sont, d'invisibilisation. Mais, alors le monde du photojournalisme, est très, très, très masculin et joue et est très nourri de stéréotypes, d'archétypes, qui sont inconscients, hein, mais qui sont très, très actifs. Donc, les femmes ont peu de place et c'est souvent assez injuste parce que enfin, oui, de toute façon, c'est injuste, mais c'est souvent très injuste parce que c'est vraiment dans le photojournalisme, je pense que c'est là où j'ai vu le plus d'inconscience. C'est-à-dire de discuter avec, des photographes ou avec des responsables de festivals qui n'ont souvent pas réfléchi, mais du tout à la pratique photographique en général et heu et et au fait que ce soit un métier où il y a uniquement des hommes occidentaux. Quand je vous ai dit au début que 91 des reportages qui sont publiés dans la presse en ce moment sont faits par des hommes, je précise bien occidentaux, ça pose quand même d'énormes questions.
d'énormes questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on regarde, sur comment la fabrique des représentations, est active. Et j'ai été très frappée, parce que c'est un monde que je connaissais moins. Alors je m'y suis beaucoup intéressée, depuis 2 ans, mais je connaissais moins et je suis très frappée de stéréotypes. Enfin, c'est un peu des cow-boys, en fait, hein. Alors il y en a qui commencent à bouger, mais c'est un peu un monde de cow-boys. Il y a des mythes très, très actifs et il y a surtout des pensées, sur ce que peuvent faire les femmes ou pas, qui sont vraiment tellement stéréotypées. C'est difficile. Autant on a pu faire bouger le monde de l'art, un peu plus facilement, autant dans ce milieu, c'est plus compliqué. Alors ça bouge, hein, ça bouge, parce qu'il a fallu taper dur, hein. Il a fallu moi j'ai été obligée de changer de ton quand on s'adresse à ce secteur et je pense que enfin, j'ai beaucoup de signes qui montrent que c'est en train de bouger, mais il y a des stéréotypes très, très forts, très, très forts, très puissants. Et c'est un mythe qui date vraiment du milieu du XXe siècle parce que les femmes ont toujours été présentes dans la photo, et notamment dans cette photo de documentation du monde, hein. Elles ont voyagé très loin, très tôt, et cetera. Il y en a même qui ont été des héroïnes de bande dessinée, hein. Et il y avait une excellente exposition à Orsay et à l'Orangerie qui s'appelait «Qui a peur des femmes photographes» et qui montre ça. Mais des personnages comme Capa, Doisneau, tout ça, Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ce stéréotype, des reporters de guerre. ah là là, c'est des mythes très, très forts, hein, très, très forts et qui sont durs à démonter, hein, qui sont durs à démonter. Donc il a fallu, changer de ton, hein, pour faire un peu bouger, pour leur ouvrir un petit peu les oreilles et bon, ça bouge un petit peu, mais c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Le déséquilibre se prolonge lorsque l'on analyse le profil des décideurs, ceux qui dirigent les hauts lieux de la photographie. Je reprends vos chiffres de Paris Photo 2019. Si l'on considère par exemple les festivals dédiés au médium, sur une sélection de 21 événements, 14 sont dirigés par des hommes, 5 par des femmes et 2 ont des directions mixtes. Cette surreprésentation renforce évidemment ce que nous évoquons depuis maintenant 30 minutes, que les femmes ne seraient pas à leur place. La progression des femmes dans les instances de décision évolue-t-elle plus rapidement ou plus lentement que la part des femmes exposées ou récompensées ? Bon, à la tête des grosses institutions de la photo qui ont une très grande renommée, bah, il y a plus de femmes. Il y avait Martha Gilly au Jeu de Paume. Maintenant, elle dirige, l'école d'Arles. Donc il y a plus de femmes, hein. Donc ça, comme ça, c'est fait. Donc il y a et puis c'est une sorte de mercato, hein. Alors il y en a un qui part à Los Angeles, après au San Francisco, après ils font New York, ils reviennent à Paris. Enfin, c'est une sorte de mercato. On a écrit un article, il y a pas très longtemps là-dessus. Donc voilà, ils ont un nombre de places pour eux qui se réservent. Le ministère de la culture, avec sa feuille de route égalité, est en train vraiment d'essayer de faire changer ça. Mais bon, une fois qu'ils sont nommés, ils sont nommés, hein, il faut du temps. Il faut du temps avant de les remplacer. Il y a eu quelques changements récemment. Il y a des hommes qui ont bien pris en compte, hein, c'est les aspects, genrés, enfin qui sont plus ouverts, à ces donc et qui vont continuer à agir. Enfin, on l'espère, en tout cas on y veille. Mais avoir une f alors il y a des femmes, hein, à la tête d'institutions, donc comme j'ai dit, le ministère va continuer à pousser, à ça, mais c'est vrai qu'elles sont moins nombreuses. C'est un problème. Alors en même temps, avoir une femme à la tête d'une institution, c'est pas non plus la garantie d'avoir une inclusivité, intéressante, hein, parce qu'en fait, les femmes et les hommes, qu'ils soient commissaires, d'expo ou à la tête d'institutions, sont souvent formés sur les mêmes bases, hein. Et donc quand on fait des études, que ce soit l'école du Louvre ou que ce soit les beaux-arts et cetera, et si on n'a pas entendu parler des femmes et si il y a peu de chances qu'on soit très ouvert à ces sujets. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Alors maintenant, après, en termes de représentation, c'est intéressant qu'il y ait plus de femmes, c'est sûr. Entre-temps, il y a eu une pandémie mondiale. Marie, est-ce que vous anticipez des effets de la crise sanitaire sur la représentation des femmes, qu'ils soient négatifs ou positifs ?
On l'a déjà vu, hein, comme je vous dis déjà, dans le travail, dans les journaux, ben, paf, on voit, elles sont beaucoup moins là. Heu, c'est la crise les a touchées, plus durement, notamment le 1er confinement parce que, ben, souvent elles se sont retrouvées avec, les enfants à garder, hein, à faire l'école et cetera parce que beaucoup sont aussi jeunes, hein, ont des enfants, et donc elles en ont pâti. Aussi, j'avais écrit un article, au moment de la 1re vague d'aide, au mois de mars, en disant: «Attention parce que si on reste sur une aide qui est proportionnelle, les femmes vont encore, être moins aidées». Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le revenu moyen d'un photographe, est de 1 400 € et 1 000 pour les femmes. Si on est proportionnel, on les perd. Donc elles se sont retrouvées encore plus fragilisées et puis de toute façon, on sait bien que lorsqu'il y a une crise, ben, les femmes, en pâtissent plus. Ça, c'est malheureusement mécanique, hein, et on le voit, elles sont en difficulté en ce moment, en grande difficulté, oui. Maintenant que nous avons brossé le portrait de la situation des femmes dans la photographie aujourd'hui, je voudrais que l'on parle des effets de cette sous-représentation des femmes sur le champ photographique lui-même. On entend parfois des critiques formulées à l'égard du combat que vous menez qui nous rappellent que, dans l'absolu, le secteur photographique tel qu'il est construit aujourd'hui fonctionne et que même si nous ne sommes pas dans une situation de parité parfaite, les femmes peuvent tout de même accéder à une forme de visibilité, une certaine notoriété. Pourtant, le fait que le système patriarcal favorise le succès d'hommes blancs occidentaux porte inévitablement des conséquences néfastes. Quels sont les effets de l'invisibilisation des femmes sur la production photographique elle-même ? Il manque la moitié du monde, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est-à-dire que, alors, vous avez prononcé le mot, parité parfaite. Personnellement, moi, la parité, je m'en fiche un petit peu. Ce que j'avais dit à Sam Sturze de faire 50-50, c'était un pari, qui était du coup très facile à tenir visiblement. Mais c'est surtout de desserrer cet étau qui fait que, même lorsqu'on est spectateur de la photographie, quand on est collectionneur, quand on aime la photographie, on a une vision, ben, biaisée puisque, c'est quand même un groupe assez homogène qui produit la majorité des représentations. Donc c'est un problème. Là, en ce moment, avec le collectif, on est en train de travailler sur un projet qui est absolument, passionnant, très fastidieux à faire, mais on est en train d'analyser 3 ans de portraits photographiques de presse, heu, chez Libération, donc c'est des portraits quotidiens, et Télérama qui sont des portraits hebdomadaires. Et il se trouve bon que Libération et Télérama sont des journaux pour qui la photographie est très importante, donc on pourrait en reparler, mais voilà, on a choisi ces 2 médias, bah, pour leur régularité, ça valorise aussi beaucoup les photographes. Bon, et ben, quand on pose des chiffres déjà, par exemple sur 50 portraits de Télérama, il y a 2 femmes qui ont fait un portrait, et encore c'est à l'étranger. Donc ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce qu'on est dans des regards, d'hommes occidentaux sur, bah, sur le monde, sur leurs contemporains. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est pas vrai, mais ça veut dire qu'ils ont un rapport aux autres qui est assez commun, et ça a des conséquences. Par exemple, une des conséquences, on est en train de travailler dessus, donc je vais pas tout vous révéler non plus, mais par exemple, le corps des hommes. Il y a une photo, qui nous a vraiment interpellés dans le corpus de toutes ces images qu'on est en train d'analyser. C'est un portrait de Stéphane Bern, par un photographe, Patrick Swerck, et c'est qui est extrêmement sensuel. Voilà, il y a une sensualité dans ce portrait, qui nous a tellement frappés que ça nous a montré l'absence de corps des hommes. En fait, on se retrouve quand même avec, 40 bonhommes qui sont en train de photographier des hommes, et ils ont un rapport qui est, qu'on essaye d'analyser, mais ils ne montrent pas la sensualité des corps. Alors pour les femmes, ça, ils ne se gênent pas, mais du coup, on manque de quelque chose des hommes. On ne connaît pas leur peau, on ne connaît pas leur corps. Leur corps est
est quasi absent en fait de la production, alors que les hommes ont fort heureusement une sensualité, hein. Je suis pas en train de parler de quelque chose je suis pas en train de parler de la sexualisation comme on le fait pour les femmes, hein, mais simplement une sensualité, une existence sensuelle où bah, on ne l'a pas chez les hommes. Elle manque cruellement et je pense que s'il y avait plus de femmes ou s'il y avait des gens, différents que des hommes occidentaux qui faisaient des photos, on aurait une plus grande diversité de représentation. Quelque chose de plus sensuel, de plus intéressant, de plus là, on est les hommes sont pas très bien traités, en fait, par eux-mêmes. Paradoxalement. Bah oui, parce qu'il y a toujours un petit peu, si on déshabille un petit peu enfin, quand je dis déshabiller, si on, heu, c'est pas déshabiller, enfin la l'histoire de Berne, il est un peu déshabillé, mais rien que ça. Et est-ce qu'il y aurait pas ce soupçon qu'on serait un peu homo et cetera? On voit bien toutes ces questions qui sont derrière et du coup, il y a un impact, oui, parce que ces portraits, il y en a beaucoup de portraits, bah, nous donnent une vision des hommes qui en fait, est assez pauvre. Donc voilà un des impacts, hein et puis après sinon, dans la production, si on parle de photojournalisme même, au quotidien, hein, on peut voir que, par exemple dans une manif, ils peuvent ne pas voir les femmes, par exemple. Parce que, ils vont voir, leurs potes, ceux qui leur ressemblent et cetera et tout ça n'est pas volontaire, mais c'est parce que c'est un groupe homogène et les garçons sont pas élevés comme les filles, hein, ça c'est sûr. Ce sujet m'amène à celui de l'histoire de la photographie qui, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, est très largement androcentrée. Depuis quelque temps, des auteurs et autrices s'engagent à faire bouger les lignes. On peut déjà citer l'historien Michel Poivert, qui a publié en 2019 l'ouvrage 50 ans de photographie française, dans lequel on retrouve 40% de femmes, un changement de paradigme majeur. L'an dernier, nous avons eu le plaisir de découvrir Une histoire mondiale des femmes photographes, un ouvrage collectif dirigé par Marie Robert et Luce Lebar, publié aux éditions Textuelles. Ce sont 504 pages illustrées par 450 images, retraçant le travail de 300 femmes du monde entier et compilant l'intervention de 160 autrices pour faire la lumière sur celles qui ont changé en silence le cours de l'histoire de la photographie. Marie, en quoi cette relecture de l'histoire est-elle essentielle pour garantir demain une plus grande inclusivité ? Michel Poivert, on a échangé, dès le début. Dès le début, il s'était connecté à la page de Atlante et Cariatide et donc ça fait partie des gens qui ont pu mener une réflexion et effectivement son livre le montre, hein, les femmes sont très présentes. Le livre de Marie Robert et Luce Lebar, est important, on est même cité dedans et pour moi c'est vraiment une grande fierté parce que, on a fait bouger, on fait bouger, on est plusieurs à essayer de faire bouger cette histoire. On a fait bouger l'histoire de la photographie de toute façon, ça c'est sûr. En quoi la revisiter cette histoire, l'enrichir, est important. Je me permets de citer d'autres gens comme Élisabeth Lebovici, Catherine Gonard et cetera qui sont des femmes qui travaillent beaucoup sur ces sujets et qui m'ont beaucoup nourrie aussi, Camille Moreno et cetera. Enfin, il y a beaucoup d'historiennes, hein, qui font un travail, important. Je vais me permettre de vous raconter une histoire personnelle. Quand, quand j'ai préparé l'événement à la MEP, donc c'était fin 2014, que j'étais en train de le préparer, sur, les femmes photographes. Je voulais inviter Marie Robert puisque j'avais vu qu'elle préparait cette exposition, Qui a peur des femmes photographes, à Orsay et il y avait, le pendant avec Canitro à l'Orangerie. Donc je suis allée la voir, pour, l'inviter et cetera et puis elle était pas là et je dis: «Bah, alors, je vais te filmer». Elle me dit: «Bon d'accord» et j'ai vu l'exposition juste la semaine avant de la filmer et donc je suis arrivée au vernissage, un peu à reculons, en fait et puis, au fur et à mesure, j'avançais dans les salles, je ressens l'émotion encore tout de suite et j'étais saisie d'une émotion profonde, profonde, que je ne pouvais pas nommer puisque j'étais en train d'être submergée par cette émotion
Et quand je suis arrivée à la fin, là, il y avait une réception, mon mari est arrivé, elle me dit: «Alors, tu as apprécié?» Et je lui dis: «Mais tu nous as rendus légitimes». C'était cette sensation profonde d'être légitime. Les garçons ne se rendent pas compte, les hommes ne se rendent pas compte. Ils sont élevés, dans l'histoire. L'histoire de l'art, l'histoire de ils sont représentés tout le temps. Ils se rendent pas compte et en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point d'être relié à une histoire était importante et comme vous l'avez dit au début, je circule pas mal, je suis assez régulièrement invitée, pour parler de ces sujets et il y a toujours, toujours, toujours une femme qui me dit: «Est-ce que vous avez vu cette expo?» Eh ben oui, ça a été majeur. Alors je pense que quand ça s'est passé, Marine s'y attendait pas, hein, et depuis elle a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai que c'est important ce travail, c'est important. Merci d'être revenu sur cette belle histoire personnelle. Nous attaquons désormais la dernière partie de cet entretien, qui est celle consacrée aux solutions qui ont été ou qui devraient être mises en place pour une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le milieu photographique. Lors de la conférence qui s'est tenue à Paris Photo 2019, Agnès Salle évoquait l'idée d'une plateforme en ligne qui recenserait toutes les femmes qui évoluent dans le milieu de la photographie, tout genre confondu. Où en est ce projet? Est-il toujours d'actualité? Je crois qu'il est un peu retardé. La pandémie a retardé pas mal de choses, même si d'autres avancent. J'ai cru comprendre que ce projet était un peu retardé, voilà, mais qu'il est en cours. Il est en cours sur une base qui est importante, c'est-à-dire on l'a vu quand il y a des politiques publiques qui sont volontaristes ou quand il y a des personnalités, très, très motrice, on peut arriver à faire bouger les choses. Par exemple, il y avait eu le constat que les femmes étaient très peu invitées comme expertes dans des émissions, aussi bien dans les médias, hein, radio ou télévision. Et il y a un site qui a été créé qui s'appelle Les Expertes. Il y a eu des listes qui ont circulé parce que toujours ce qu'on nous opposait, c'est bah ouais, mais il n'y a pas de femmes. Ben si, elles sont là. Et voilà. Et donc il y avait cet annuaire. Et après, ils peuvent plus, il et elle, hein, puisque les femmes collaborent tout à fait à ce système sexiste. Hein, c'est de dire ben non, elles sont là, voilà, on vous donne les outils pour travailler, pour les connaître. Voilà, donc c'est un peu la même idée. Alors je sais ce projet a été retardé, mais il verra certainement le jour. C'est l'heure de la fameuse question, celle qui déchaîne toutes les passions. À l'aune de tous vos travaux de recherche, êtes-vous favorable à l'instauration de mesures de discrimination positive? Et si oui, sous quelles conditions? C'est une question qui est importante et j'ai eu dessus des opinions très diverses. Hein, ça évolue encore et toujours. Alors déjà la discrimination positive, moi je préférerais le mot américain qui s'appelle positive action. C'est vrai que discrimination positive, c'est pas très engageant. Hein, ça fait moins rêver. En tout cas, bon, j'ai été contre, hein, pendant pas mal de temps et puis maintenant je pense que c'est quand même, il faut mettre le pied dans la porte et c'est un des moyens et puis c'est normal aussi, que de l'argent public, ne peut pas être comme ça distribué à des gens qui en profitent pour exposer simplement leurs copains, par exemple. Il y a quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut repenser. Donc oui, c'est normal. Alors il se trouve que là, il y a eu une conjonction, de plusieurs choses. Il y a eu un militantisme, assez fort, hein, notamment avec la part des femmes. Mais c'est vrai qu'au ministère, alors j'ai fait une vidéo avec Agnès Salle sur la première version de la feuille de route égalité, c'est sur le site visuel.art. Cette feuille de route égalité, est un outil, important. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre, le Haut Commissariat à l'égalité, et les militants et militantes. Donc c'est très, très important d'être soutenu par des politiques publiques. Donc ça avance certainement, moins vite qu'Agnès Salle le voudrait et que nous le voudrions, mais en tout cas, des choses avancent. Ça c'est sûr, c'est sûr. Donc il y a les responsables de festivals ou d'institutions qui sont un peu réfractaires sont quand même, sous la pression, et du ministère, et des militantes, hein, et puis des photographes aussi. Puis il y a de plus en plus d'hommes, hein, maintenant qui ont compris.
hein, et qui commence à aussi se positionner en disant: «Bon, ça suffit, on ne fait plus». Enfin, je crois que plus personne ne peut faire une exposition qu'avec des hommes ou avec 90 d'hommes sans se dire à un moment: «Ça va me tomber dessus, quoi». Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est ça. Ça a profondément changé. Et donc, au-delà de ces dispositifs d'action publique, quelles sont les solutions que vous défendez? Bah, d'abord, c'est l'éducation, hein. Heu, donc le la feuille de route du ministère comprend beaucoup de choses sur l'éducation et dès le plus jeune âge. C'est une culture de l'égalité. Donc ça, oui, l'éducation, c'est très, très important. L'éducation dans les écoles, c'est la base, c'est toute une société. Alors l'art et la photographie jouent un rôle important puisqu'on crée des représentations. C'est pour ça que c'est important de mobiliser un peu les gens, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on regarde. Quand le monde est représenté par, une petite minorité, ben, il faut se mobiliser et réfléchir à ce qu'on voit, ce qui nous donne à penser le monde, en fait. Et donc c'est le savoir, c'est la culture et ce qu'on essaye de faire nous, au sein du collectif, c'est vraiment de donner des outils de compréhension. Des outils, pour dire: «Ben non, c'est pas si naturel que ça, que le talent, soit, que chez les hommes», par exemple, hein. Parce que parce que ça, on l'a entendu aussi, hein. Donc voilà, c'est vraiment de donner des outils, pour tout le monde. Alors bien entendu qu'on nous, on s'adresse déjà majoritairement à notre milieu professionnel, hein, mais on touche bien d'autres, personnes, ailleurs puisqu'en fait, c'est notre vision du monde à tout un chacun qui est influencée. C'est que chacun et chacune essaye de se poser au moins la question: «Qu'est-ce que je regarde? Qui a fait ça? Qu'est-ce que je regarde?» Quelle est l'idéologie qu'il y a derrière? Parce que c'est une idéologie, le patriarcat. Ça, j'ai le sentiment, qu'à travers internet, et les réseaux sociaux, et la prise de conscience progressive de leurs effets sur, la façon dont nous regardons le monde, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur les images que l'on a sous les yeux, pourquoi on les regarde, leurs conséquences. Donc peut-être que, paradoxalement, dans les jeunes générations, internet va être, le moyen de donner un coup de pied dans la fourmilière. Oui, j'espère et puis c'est vrai qu'il y a aussi, bon moi je suis plus très jeune, mais je vois bien, des beaucoup plus jeunes photographes, qui font des vraiment des qui s'affranchissent en fait des réseaux traditionnels et qui font des boulots, vraiment très, très intéressants, hein, sur le genre, sur les origines, voilà, j'espère beaucoup dans une génération qui s'est libérée de pas mal de contraintes en fait. De contraintes, avant il y avait des contraintes techniques, de coûts et cetera, alors qui existent toujours, hein. C'est pas parce qu'on est dans du numérique que le coût n'existe pas, mais qui des gens qui se débarrassent en fait, qui se disent: «Ben, on veut pas de moi ici, ben, je vais me débrouiller et créer d'autres réseaux» et ça, c'est très, très puissant. C'est très puissant. J'espère que ça va continuer. Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Pourriez-vous nous parler de vos projets en tant qu'artiste et en tant qu'activiste en 2021? Alors en tant qu'artiste, c'est vrai que je savais, hein, en 2014 qu'en prenant la parole, je mettais fin à ma carrière et c'est ce qui est arrivé, hein. Donc ce que j'aimerais, bah, c'est la reprendre. Ça fait 2 ans que j'ai repris, une production, un travail artistique, très nourri de cette expérience féministe, donc qui est sur le corps, donc ça j'espère pouvoir, le montrer, l'exposer, donc voilà, c'est en cours, j'espère. Et en tant qu'activiste, alors ce que j'espère, ben, c'est de ne plus être activiste un jour, hein. C'est que il y ait plus à lutter parce que c'est une véritable lutte. Donc j'espère, qu'on avancera plus vite et que cette crise ne nous fera pas repartir en arrière, comme c'est trop souvent le cas. Et puis à titre personnel, enfin, en tant qu'activiste,
Bon, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup, j'ai fait un site pour ça qui s'appelle La Fabrique des représentations. C'est plus intervenir, dans des agences de com, dans des magazines pour, vraiment travailler avec ceux qui choisissent les images et cetera sur ces problématiques. Parce que c'est pas qu'une problématique de photographe, hein, c'est aussi tout l'environnement qui va avec, hein. Ce sont les iconographes, les directeurs artistiques, et cetera. C'est tout un environnement qui a besoin d'être plus aguerrie, en fait, plus consciente des enjeux. Parce qu'au fond, c'est un enjeu de société. La photo, c'est un enjeu de société. C'est comment on représente le monde. Avant de nous quitter, avez-vous quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de vous poser ou une thématique que j'aurais oublié de soulever? Bah, on a abordé pas mal de choses déjà. Oui, on s'est dit pas mal de choses. Oui, non, c'est vrai que si les gens veulent aller un peu plus loin, j'ai rassemblé beaucoup de matériel de conférences, de lectures, alors sur mon site, lafabriquedesreprésentations.best, je crois, et puis, sur le collectif La Part des Femmes. Voilà, ou d'ailleurs on peut télécharger l'étude d'Irène Jonas sur les parcours des femmes photographes dont vous parliez tout à l'heure. C'est une étude d'ailleurs qui est, très demandée puisque tous les jours on a des demandes et qui est une étude importante parce qu'elle a été vraiment questionnée des femmes photographes de différentes origines, de différents secteurs et cetera, d'âges différents et cetera, et c'est vraiment très, très intéressant. On n'écoute pas assez les femmes et là, ben, c'est bien. C'est bien parce qu'au fond, je suis à peu près persuadée que beaucoup de gens sont prêts à changer. Enfin, je reste quelqu'un d'assez optimiste, il le faut d'ailleurs, mais beaucoup de gens sont prêts à changer. C'est simplement qu'il faut être en contact avec quelqu'un qui, à un moment, va vous éveiller à ce changement, qui va vous dire: «Ah ouais, mais tu es sûr que le talent, c'est que ça?» ou «Tu es sûr que ça?» et c'est là où ça peut basculer. Je suis sûre qu'on peut faire bouger les choses, ça peut être beaucoup mieux, en fait, et ça serait mieux pour tout le monde. Certains pensent qu'ils ont à perdre, à cette inclusivité, à cette ouverture. Bien entendu que ça rebattra des cartes, mais ça peut être beaucoup plus intéressant pour tout le monde, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, nous allons terminer cet épisode sur cette belle note d'optimisme. J'invite les intéressés à se rendre dans la description pour retrouver toutes les ressources que nous avons évoquées au cours de la dernière heure, ni vu ni connu, visuel.art, la page Instagram de La Part des Femmes ou encore la Fabrique des représentations. Merci beaucoup Marie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je sais que le sujet de l'invisibilisation des femmes dans le secteur photographique intéressait beaucoup nos auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode aura satisfait leur intérêt pour cette problématique. Perspective, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Avant de partir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. C'est grâce à vos avis et à vos commentaires que d'autres peuvent découvrir Perspective. Je vous invite à vous rendre sur Instagram pour prolonger l'expérience du podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.